Ce n'est pas sans amertume que depuis plus de 3 ans, Herman Delorme essaie de comprendre comment il a pu s'embarquer en 1990 dans l'ordre du Temple solaire. Moi, qu'est-ce qui m'a accroché? C'était peut-être la possibilité d'aller chercher des connaissances supérieures. Voyez-vous, on en revient encore à la supériorité, hein? De faire partie d'un groupe élite. Alors, l'ego rentre beaucoup en ligne de compte. D'être considéré et accepté. Ça, c'est important pour moi. C'est quelque chose que j'avais manqué, que j'avais pu. Alors, tout à coup, on offre la possibilité d'être reconnu. Et moi, j'ai besoin d'être reconnu. Quand vous décidez d'entrer dans l'ordre, qu'est-ce que vous cherchiez au juste? À rester près de Jouret. L'ordre comme tel, je m'en foutais royalement. Mais Luc Jouret, qui était un personnage qui donnait cette impression-là d'avoir des connaissances supérieures et d'être capable de les transmettre, faisait partie de l'ordre du Temple solaire. Luc était pas fou. Hein? Fou. Il y en a qui pourraient dire le contraire, mais en tout cas, non, il y avait quand même une intelligence prédominante là, lorsqu'il devait s'en servir. C'est que dès le départ, il a su quoi me dire. Il a su me cibler personnellement pour venir me chercher, me donner l'impression qu'il m'apportait une reconnaissance personnelle. Et là, je ne parle pas d'une reconnaissance en vertu d'un acte posé, mais le fait de donner de l'importance, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, être reconnu. Alors, il m'a donné cette impression-là tout de suite. Et il a pris le soin de l'exploiter régulièrement. Vous aviez l'impression d'être un choisi? Ah oui, j'avais l'impression que lui m'avait choisi personnellement et me destinait à quelque chose de très particulier, sans jamais vraiment savoir qu'est-ce que c'était. Là, je pouvais fabuler tant que je voulais. Que vous étiez dans une classe à part? Ah oui, l'élite. Appelé à de grandes choses? Oui, et de grandes choses, veut dire ça allait jusqu'à un certain point à ressentir profondément qu'un jour qu'on sera en contact avec des êtres peut-être venant d'une autre planète, des êtres de l'espace. Il nous faisait miroiter ces choses-là, il parlait de tellement de choses. Et moi, ça faisait mon affaire. Le processus d'embrigadement à l'intérieur de l'ordre du Temple solaire se faisait par les conférences, se faisait par les méditations, se faisait par les rituels qui prenaient une heure de solennité qui était très, très, très présente. Et oui, c'est vrai qu'il y avait une énergie particulière qui se dégageait de ces réunions-là. D'ailleurs, je le mentionne dans mon livre, on va retrouver la même chose dans une rencontre de vendeurs, compagnie d'assurance, avec quelqu'un qui est en avant et qui est motive au bout. On va les trouver dans une équipe sportive, on va le retrouver n'importe où. Les gens que j'ai connus, le plus intimement à l'intérieur de l'ordre du Temple solaire, étaient tous des gens qui avaient vécu une période de changement, de transformation, pas soudaine, mais dramatique dans leur vie. Que ça soit... Et souvent, ça avait affaire avec le couple. Alors, une séparation, un divorce, des pertes d'emploi, des pertes d'argent ou quoi que ce soit de matériel ne semble pas être la cause du fait qu'on gravite vers un cercle comme ça. Mais lorsque ça vient nous toucher dans nos fondations humaines et que ça vient toucher le rôle qu'on a joué et cette idée de perpétuelle qu'on a à l'intérieur d'un couple, qu'on veut tous y mettre, et tout à coup, ce monde-là s'effrite, oui, il y a une période de fragilité. Et durant cette période de fragilité-là, ça peut très bien qu'on soit accroché par... Et à ce moment-là, vous viviez justement votre divorce. Oui. Le divorce, pour moi, c'était quelque chose de horrible. J'avais plus de référence. Premièrement, je venais à perdre l'épouse, les enfants, la maison familiale, qui
c'est un des besoins de base psychologiques qu'on a de besoin à partir duquel on peut maintenir un équilibre. Ça prend une maison, ça prend une famille, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Mais vous y avez vraiment cru à ça, qu'il y avait un ailleurs, des gens venus d'ailleurs, que vous étiez choisis? Pendant un certain temps, oui. Ah oui, j'y ai cru absolument, d'une façon absolue. Je voulais y croire. J'aurais été tellement déçu à ce moment-là s'il avait fallu que quelqu'un me dise « c'est pas vrai ». J'avais des amis à qui j'en parlais, puis ils disaient « voyons, Herman, c'est quand même, là ». Et je voulais rien savoir, hein. Je devenais même agressif si on essayait de me raisonner ou de me ramener à un côté un petit peu plus terre-à-terre, pratico-pratique dans la réalité quotidienne de tous les jours. Moi, je voulais rester là. Là, j'étais parti vers ce monde-là, là, et ça faisait mon affaire, ça. Jacques Potvin est resté fidèle à Herman Delorme durant toutes ces années, bien qu'il n'ait jamais fait partie de l'OTS. Chaque semaine, et cela depuis 8 ou 9 ans, ils se rencontrent en amis pour prendre un repas ensemble. Est-ce que vous essayez parfois de lui ramener un peu plus les pieds sur la terre? Oh mon Dieu, oui. Oui, mais ça marche pas. La confrontation, ça marche pas. Le rationnel, ça marche pas. Je ne sais pas ce qui marche. Moi, quelqu'un, là, si j'étais, mettons, un père avec une fille qui embarque dans une secte, oh mon Dieu, avant, j'allais penser, oui, je vais faire telle chose, puis, tu sais, je m'en vais sortir de là. Mais là, je me rends bien compte que je ne sais pas comment on peut faire. Personne n'aurait pu rien faire. Et c'est une des choses qu'il faut que, comme tu disais pour ta fille, à un moment donné, il faut être capable d'accepter, puis que moi, j'ai accepté aussi par après, c'est que tu peux pas arriver puis imposer ta façon de voir à des gens qui veulent pas l'accepter. Et quand tu es dans une situation comme laquelle moi je vivais, avec l'intensité de qu'est-ce que ça représentait à l'intérieur de l'ordre du temple solaire, premièrement, tu évites les grosses confrontations, parce que la plupart du temps, tu n'as pas de réponse. Pour éviter, par exemple, ça. Ah oui, ça, tu t'es évites. C'est le patineur artistique. Oui. Oh. Toi, il était bon patineur, hein? C'est qu'à un moment donné aussi, c'est que tu as une ligne que tu peux pas traverser. Là, tu vas le perdre. Si, admettons, tu veux le sauver, là. À un moment donné, tu as une ligne que tu peux pas aller plus loin parce que là, il va être obligé de s'en aller, de se sauver. Mais on n'a pas envie de lâcher à ce moment-là comme ami, puis de dire, bon, ben, qu'il s'arrange. Ben, tu penses plutôt qu'il y a des pieds en quelque part qui se perdent, hein? Alors, je sais pas, tu viens, là, hors de toi. Je me revoyais un petit peu comme je parlais tantôt, si ça arrivait avec ma fille, mais t'as comme une espèce d'instinct paternaliste qui fait qu'à un moment donné, t'as envie de donner des coups de pied, à un moment donné, t'as envie de le protéger. C'est tout ça, là, qui mêle, qui est tout mélangé ensemble, puis tu te sens tout à fait impuissant. Puis ce qui était vraiment choquant, c'est qu'il ne redescendait pas. Quand vous repensez à votre enfance, quelle image de vous-même vous vient? L'image qui me frappe le plus, c'est d'avoir été à 11 ans projeté dans une école où je devais être pensionnaire, arraché de ma famille et éloigné de ma famille, et le sentiment d'insécurité que j'ai vécu à travers de ça pendant des mois et des mois et des mois. C'est ce fait-là qui vient du bon vouloir, de la bonne volonté de mes parents de me donner une éducation qu'eux autres considéraient très valable, mais de prendre un enfant à 11 ans et de l'éloigner de sa famille et de le projeter dans un monde où il n'y a aucun paramètre de référence, son monde de sécurité vient de tomber, tout simplement d'être détruit, ça a été un choc pour moi qui m'a suivi des années et des années. Et je pensais tout le temps, mais moi je suis ici, eux autres sont là, et je revenais toujours souvent à ma mère, qui était une personne un petit peu maladive, et cette peur-là, qu'elle meure durant le temps
que moi, j'étais éloigné. Et j'ai gardé cette peur-là durant des années, des années, des années. C'est que j'ai appris à vivre dans une forme d'insécurité affective. Et cette insécurité-là que j'ai vécue durant ce temps fort de mon enfance, vu que ça faisait tellement mal, il a fallu que je mette en marche des mécanismes de défense pour me protéger de la souffrance. Ça fait de vous, ça, un enfant plus sensible ou un enfant qui devient plus renfermé, plus dur? Renfermé et dur, mais avec une sensibilité à l'intérieur qui est à fleur de peau, mais que je ne savais absolument pas exprimer. Premièrement, je n'étais même pas conscient qu'elle était là dès le départ. Et pour me protéger, ça a été un mécanisme où j'ai développé une certaine agressivité, une certaine dureté, pour pas que ça paraisse, pour pas admettre que je souffrais. Puis ça a été comme ça durant le temps de mon adolescence, ça a été comme ça durant les années que j'ai été marié, ça a même été comme ça aussi durant l'OTS. Cette insécurité-là, le désir d'être approuvé, le désir d'être aimé, le désir d'être accepté à l'intérieur de quelque chose. Et si je refais une réflexion en arrière, j'ai marié quand même une femme que je considère encore même aujourd'hui exceptionnelle, mais ma peur, c'était de la perdre. Alors, pour être sûr de ne pas perdre ça, là, j'ai commencé à contrôler, à dominer, à prendre tous les chemins nécessaires, mais sans même savoir que c'était ça que je faisais. Simplement, avec du recul, aujourd'hui que je le regarde, je me dis c'est ça. Puis être sûr que mon environnement de sécurité que j'avais besoin, qui reste sur place. Donc, quand on dit Herman Delorme, dominateur, contrôleur, manipulateur, c'est vous. Ah ben oui. J'espère que c'était moi. Bien sûr que c'est pas, ça sera jamais éliminé. Ça fait partie de ma personnalité. Par contre, en le sachant et en sachant pourquoi que ça a été fait de cette façon-là, j'en arrive tranquillement à être beaucoup plus conscient de chaque geste que je pose. Le 8 mars 1993, Herman Delorme est fier. Il vient d'accomplir une mission spéciale, celle d'acheter des pistolets semi-automatiques munis de silencieux pour les dirigeants de l'ordre. Il est arrêté, puis condamné pour possession d'armes prohibées. Aujourd'hui, il est convaincu que ces armes devaient servir à l'assassinat de certains élus de l'ordre. Mais de penser que possiblement l'arme que vous aviez en main aurait servi à ce geste-là, comment vous y avez déjà repensé à ça? Pas ça qui me dérange. Moi, qu'est-ce qui me dérange, c'est de concevoir que j'aurais peut-être été celui qui aurait pu servir de l'arme. Ça m'a dérangé. Et ça, c'est une des choses qui a peut-être immédiatement fait que j'ai cherché à mettre aller chercher pourquoi je m'étais embarqué là-dedans, puis qui j'étais, puis qu'est-ce que j'étais. C'est en écoutant, quelques mois après sa condamnation, les conversations téléphoniques de certains dirigeants de l'ordre, enregistrées par la Sûreté du Québec lors de l'enquête sur la recherche d'armes prohibées, qu'il comprend encore davantage. Je suis contente. Oh, la mort, c'est une illusion. Oui. Oui. C'est nous qui avons mis un faux concept humain sur quelque chose qui n'existe pas. La mort, c'est ce qu'on vit actuellement. La vie, c'est quand on est détaché de la forme. Parce que là, tu es dans ton expansion totale. Quand tu es dans la forme, tu es prisonnier de la forme. La mort, c'est ce qu'on vit. La vie, c'est après. C'est simplement, après les événements de 94 et de 95, c'est à l'écriture du livre, c'est à écouter les cassettes enregistrées par la Sûreté du Québec où on entend des gens comme Jouret, Vinet, qui planifient toute leur affaire et qui rient des gens et qui disent carrément qu'ils s'en servent, qu'ils les manipulent. As-tu peur de t'effondrer à ce moment-là? Pas m'effondrer, que ma vie s'effondre au complet, Ouais. que le changement, ben oui. Moi, je C'est pourtant tu donnais le message contraire. C'est ça. Moi, en tout cas, j'ai mis un mur, là, parce que je pouvais pas
transiger avec l'ensemble des répercussions. Il fallait que j'envoie juste un petit bout, puis il fallait que je les digère tranquillement, puis il fallait que je regarde, bon, OK, il y a peut-être cette conséquence-là, est-ce que je suis capable? Mais si j'avais tout d'un coup essayé de dealer avec l'ensemble des conséquences, Peur que ça explose. moi, je m'auto-détruisais à ce moment-là. Je n'étais pas capable de le voir. Salut mon frère. Mon frère, Alors, je suis content d'entendre ta voix. quel bordel, hein. Ah, c'est quoi si tu veux, mais il faut pas s'en faire avec ça, hein. Toujours une femme qui est à l'origine de tout. Hein. Exactement. Non, c'est l'heure du dragon. Hein. Oui, exact. Venir et il faut les masser, ces femmes-là. Ah oui, t'as le goût de mettre les pieds en Voici qu'un fait simple qui pourrait sembler banal attire son attention et parle plus fort que tous les longs discours. Vers la fin de l'épisode des armes, mettons au mois de février 93, Vinet était revenu, le corps d'Hydro-Québec était revenu d'un voyage supposément ultra secret d'avoir été en Europe, où il avait rencontré Jaurès. Finalement, je dîne avec, et là, il me remet une boîte de chocolat, et il dit, c'est spécialement pour toi. Il dit, Luc les a choisis personnellement. Il dit, avant que je quitte l'aéroport, il voulait que je te les remette. Il dit, mange-les pas tout de suite, ni trop à la fois. Il lui a injecté une énergie particulière là-dedans. La Sainte Communion. Oui. Et là, j'étais heureux, hein? Puis je les mangeais un à la fois. Et lorsque j'ai écouté les cassettes enregistrées par la Sûreté du Québec, j'entends Jaurès qui demande à Vinet, « Et Jean-Pierre, as-tu acheté les boîtes de chocolat? »« Oui, mon frère Luc. »« Et Jean-Pierre, est-ce que tu t'en sers? »« Oui, je les distribue comme tu me l'as demandé. » Un instant. Là, ça ouvre les yeux. Là, on commence à percevoir c'est quoi qui se passe. Et là, tu te poses des questions. Ah, OK, là, t'as minute. Ça va avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris une boîte de chocolat aujourd'hui, mais je vais y donner la fin de semaine prochaine parce que bon, c'est supposément il n'était pas là. Alors, je joue avec ça. Là, je revivais les émotions et là, souvent, c'était de la colère qui montait. Parce que là, je le vivais intensément et je voyais qu'est-ce qui s'était passé. Mais la colère n'était pas juste dirigée vers ces gens-là. La colère était dirigée aussi vers moi, où je me disais, comment tu as pu faire? Ou quel genre d'individu peux-tu bien être pour te laisser embarquer et rentrer dans un tel jeu? Qu'est-ce que tu cherches? Peu à peu, jour après jour, Herman Delorme aujourd'hui prend conscience qu'il doit se donner le temps. Le temps de vivre des choses simples et vraies. Pour arriver à vivre avec mes enfants une relation que j'appelle réparative, parce que les premiers 15 ans, 17 ans qui ont vécu avec moi, ça n'a pas été drôle, là. Là, aujourd'hui, c'est très différent. Donc, il faut que j'aie le temps de le vivre, ça. Est-ce que vous pensez, honnêtement, aujourd'hui, que vous en êtes sorti? Totalement, ben non. Non, il ne faut pas que je me fasse d'illusions non plus là-dessus. Le processus, j'ai aucune idée combien de temps que ça va prendre. Par contre, je peux dire une chose, c'est qu'à travers l'expérience de ce temps-là que j'ai vécu, à travers l'amitié que j'ai eue avec Jacques, à travers d'autres personnes avec qui je suis venu en contact, c'est que si je me regarde avant d'avoir vécu l'expérience du temple solaire, et aujourd'hui, je m'aime beaucoup mieux comme individu aujourd'hui que qu'est-ce que j'étais avant. Est-ce que ça va jusqu'à accepter même votre fragilité? Oh oui, et vulnérabilité. Ouais, Mais c'est pas 100%. Pas 100%. Non, puis d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, c'est ça que j'aurais peut-être espéré recevoir comme message. Écoute, Jacques, là, je sais pas, je suis débalancé ou j'ai besoin d'aide. Jamais. Il est toujours au-dessus de tout. Tu peux même pas y rendre service tu as l'impression que tu peux même pas lui être utile. Il est tout dessus. Et si on vous sent fragile, vous aimez pas ça? Non, ou... ça c'est correct, ça. Ça, il n'y a pas de problème. T'es où? Hein?
C'est où qui est le problème? Le problème, c'est que c'est de moi d'arriver puis de dire, bon, regarde... Là, De t'ouvrir. C'est ça. C'est cette étape-là là, qui n'est pas arrivée encore. Là. Je peux dire, bon, que je vis des choses qui sont difficiles, je trouve ça difficile, mais aller vraiment à l'intérieur et voir la fragilité à travers tout ça, j'ai comme l'impression, ça me donne souvent l'impression qu'il faut quand même que je reste fort à travers, mettons, la famille que j'ai, que je veux continuer. Oui, mais ça... C'est ça, je te dis, l'impression, là. Oui, je sais. L'impression. Combien de fois je lui dis, c'est pas parce que tu es proche de tes sentiments que tu es plus faible. Mais ça, je vois que lui, c'est un réflexe de protection. Puis même, moi, je dis ça pour Herman, puis je le vis avec beaucoup d'autres gens, que d'exprimer des sentiments, c'est comme s'il y avait un moins. Où c'est vrai que tu deviens un peu plus vulnérable quand tu commences à manifester tes sentiments. Mais d'un autre côté, ça fait partie des clés pour t'en sortir. Quel conseil vous avez réussi à trouver, à vous donner à vous-même à partir de cette expérience-là? Arrêtez de chercher. Je peux passer ma vie à chercher. Mais à chercher des réponses qui vont, la plupart du temps, m'échapper. Parce que je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, de percer l'outre-tombe. Je ne sais même pas s'il y a une vie après cette vie-ci. J'en ai pas la certitude. Et je suis capable maintenant, aujourd'hui, de vivre ma vie sans en avoir la certitude. Et je me suis juré que jamais plus personne se servirait de cette faiblesse-là et que plus jamais je me servirais de cette faiblesse-là pour essayer de manipuler ou faire mal à d'autres, même si c'est inconscient.